La Constitution. On entend ce mot un peu partout, dans les débats politiques, dans les grandes décisions de justice. Mais au fond, qu'est-ce que c'est, vraiment? Est-ce que c'est juste un vieux document qui prend la poussière, ou est-ce que c'est, en quelque sorte, le système d'exploitation de notre société? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va plonger dans la vie d'une constitution, de sa naissance jusqu'à la manière dont elle se protège. On va commencer par cette question parce qu'elle est essentielle. Une constitution, ce n'est pas simplement un règlement intérieur. Non, c'est bien plus que ça. C'est un peu comme le plan d'architecte de la maison dans laquelle on vit tous. C'est ce plan qui nous dit où sont les murs porteurs, qui a les clés des différentes pièces et surtout, quels sont les droits de chaque personne qui y habite. Alors, pour bien comprendre ce plan qui peut paraître complexe, il faut l'observer sous différents angles. On va donc utiliser, disons, 4 clés de lecture. Chacune va nous permettre d'ouvrir une porte et de découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce mot « constitution ». Et la toute première clé, ce sont les révolutionnaires de 1789 qui nous la donnent. Pour eux, l'idée était aussi simple que radicale. Un texte ne peut être appelé constitution que s'il remplit 2 conditions. D'un côté, il doit organiser la séparation des pouvoirs pour éviter qu'un seul ne devienne trop fort. De l'autre, il doit garantir les droits des citoyens. Voilà, c'est ce qu'on appelle la définition matérielle. On regarde ce qu'il a à l'intérieur du texte. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'à cette première vision, on peut en opposer une autre, la définition formelle. Imaginez une bouteille de grand vin. La définition matérielle, elle, s'intéresse au vin, à ce qu'il y a dedans, son goût, sa couleur. La définition formelle, elle, s'intéresse à la bouteille, au contenant, sa forme particulière, son étiquette, le sceau qui la protège. Pour la Constitution, c'est pareil. Ce qui la rend spéciale, c'est la procédure, bien plus complexe que pour une loi normale, qu'il faut suivre pour la créer ou la modifier. Cette idée de supériorité nous amène tout droit à la troisième approche, qui est sans doute la plus célèbre, la pyramide des normes de Hans Kelsen. C'est une image très parlante. Imaginez une pyramide. Tout en haut, seul, au sommet, il y a la Constitution. En dessous, tous les autres textes, comme les lois votées par le Parlement, les décrets, et la règle est simple. Pour qu'un étage inférieur soit valide, il doit impérativement respecter l'étage du dessus. La Constitution est donc à la fois la fondation et le sommet de tout notre système juridique. Et enfin, notre quatrième et dernière clé est beaucoup plus pragmatique. La question est simple. Concrètement, une constitution, à quoi ça sert ? Eh bien, la réponse se décline en 3 grandes fonctions. D'abord, une fonction d'architecte. Elle dessine la structure de l'État, une république par exemple. Ensuite, une fonction d'arbitre. Elle fixe les règles du jeu entre les différents pouvoirs. Et enfin, une fonction de bouclier qui est absolument cruciale. Elle est là pour protéger nos droits et nos libertés. Bon, maintenant qu'on a une idée plus claire de ce qu'est une constitution, voyons comment elle naît. Comment un tel document, si fondamental, voit-il le jour? C'est un moment un peu magique en droit, une sorte de Big Bang juridique. On part d'une page blanche pour créer un nouvel ordre. Et pour accomplir ça, il faut un pouvoir tout à fait exceptionnel, le pouvoir constituant originaire. Le pouvoir constituant originaire, ou PCO pour aller plus vite, c'est une force à l'état pur. C'est le pouvoir de dire, à partir de maintenant, les règles du jeu, ce sont celles-ci. Ce pouvoir n'obéit à aucune loi, et pour cause, il est justement là pour créer la loi suprême, celle qui fondera tout le reste. On le voit apparaître à des moments clés, la naissance d'un nouvel État, ou après un grand basculement, comme une révolution. Mais alors concrètement, comment ce pouvoir s'exerce-t-il ? On peut distinguer plusieurs scénarios. Parfois, c'est un roi qui octroie une constitution à son peuple, une méthode clairement non démocratique. D'autres fois, c'est un leader charismatique, comme Napoléon ou bien plus tard De Gaulle en France, à qui le peuple donne une sorte de chèque en blanc. Et puis, il y a la voie la plus démocratique, le peuple élit une assemblée spécialement chargée d'écrire le texte, un texte qui est ensuite soumis à l'approbation de tous par référendum. Une constitution, une fois qu'elle est née, n'est pas gravée dans le marbre pour l'éternité. C'est plutôt un organisme vivant. Et comme tout organisme vivant, pour survivre, elle doit être capable de s'adapter, d'évoluer avec son temps. Voyons donc comment elle change. Pour changer la Constitution, on ne fait plus appel au pouvoir créateur. On utilise un autre pouvoir, un pouvoir réparateur, le pouvoir constituant dérivé, ou PCD. Et la différence entre les deux est fondamentale. Ce pouvoir-là, le PCD, n'est pas libre, il est encadré. C'est un peu comme un mécanicien qui a le droit de modifier un moteur, mais il doit suivre à la lettre le manuel d'instruction laissé par le constructeur. C'est un pouvoir qui est prévu par la Constitution pour modifier la Constitution.
Cette question de la révision nous amène à distinguer deux grandes familles de constitutions. D'un côté, les constitutions dites souples, qu'on peut modifier aussi facilement qu'une loi ordinaire. Elles sont devenues très rares aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'était un peu dangereux. La norme, ce sont les constitutions rigides. Pour les changer, la procédure est bien plus lourde, bien plus compliquée. Cette rigidité, c'est un peu comme un coffre-fort. Elle est là pour protéger le trésor, c'est-à-dire le statut de loi suprême de la Constitution. Mais même ce pouvoir de révision n'est pas tout puissant. Il existe des limites, des sortes de verrous pour l'encadrer. Il y en a de 3 types. D'abord, des verrous de procédure. Il faut suivre des étapes bien précises. Ensuite, des verrous temporels. On ne va pas se mettre à modifier les fondations de la maison en plein milieu d'un incendie. Et enfin, les verrous les plus forts, les limites matérielles. On les appelle parfois les clauses d'éternité. Elles interdisent de toucher au cœur du réacteur, comme par exemple la forme républicaine de l'État en France. C'est intouchable. Très bien. On a donc une loi suprême, bien protégée dans son coffre-fort. Mais une question se pose. Qui vérifie que les autres lois, les lois ordinaires, respectent bien cette loi suprême? Qui est le gardien du temple? C'est là qu'intervient le rôle essentiel du contrôle de constitutionnalité. Alors, pourquoi a-t-on besoin d'un tel contrôle? Pour plusieurs raisons. D'abord, une raison historique, pour tirer les leçons du passé et s'assurer que les tyrannies ne puissent plus s'installer. Ensuite, une raison logique, si on a une pyramide, il faut bien quelqu'un pour s'assurer que les étages sont correctement alignés. Et enfin, une raison politique qui est fondamentale, protéger les droits des minorités face à la loi de la majorité. Pour organiser ce contrôle, il existe, pour faire simple, 2 grands modèles. D'un côté, le modèle américain. Là-bas, n'importe quel juge, à l'occasion d'un procès, peut décider d'écarter une loi s'il estime qu'elle est contraire à la Constitution. C'est un contrôle qu'on dit diffuse. De l'autre côté, on a le modèle européen qui est celui de la France. Ici, on a un seul arbitre spécialisé, le Conseil ou la Cour constitutionnelle. C'est un contrôle concentré et quand il prend une décision, elle s'applique à tout le monde. Et cette petite phrase, prononcée en 1985 par le Conseil constitutionnel français, c'est une véritable révolution. Il faut comprendre que pendant des siècles, en France, on considérait que la loi, parce qu'elle était votée par les représentants du peuple, était toute puissante, quasiment sacrée. Et là, le Conseil dit « Attention, la loi n'est pas la reine, elle n'est l'expression de la volonté générale que si, et seulement si, elle respecte la Constitution. C'est l'affirmation définitive de la suprématie de la Constitution. » Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Pour que tout soit bien clair, on va prendre un instant pour récapituler ensemble les points les plus importants à retenir. Alors qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Premièrement, qu'une constitution est un objet complexe qu'on peut définir de 4 manières. Par son contenu, sa forme, sa place au sommet ou son utilité. Deuxièmement, la distinction cruciale entre le pouvoir originel, libre et total de créer une constitution, et le pouvoir dérivé, encadré, de la modifier. Et enfin, les 2 grandes philosophies pour la protéger. Soit un contrôle par tous les juges, comme aux États-Unis, soit un contrôle par un juge unique et spécialisé, comme en Europe. Finalement, une constitution, ce n'est jamais vraiment un point final. C'est plutôt le début d'une conversation, un dialogue permanent entre les principes qu'on a hérités du passé et les défis que nous lance l'avenir. C'est ce qui la rend à la fois si fragile et si puissante. C'est le cadre dans lequel se joue chaque jour notre vie en société. Merci d'avoir suivi cette explication.